L'expert électoral Ndiaga Sylla, connu pour ses prises de position assumées, notamment dans l'affaire Ousmane Sonko, a encore parlé pour apporter des précisions importantes sur le dossier de candidature à la présidentielle déposé par le mandataire du candidat de la coalition Sonko 2024 et sur deux autres cas qui tiennent l'opinion en haleine, à savoir celui de Karim Wade et de Khalifa Sall, dont les participations à l'élection présidentielle seraient incertaines malgré qu'ils aient été des acteurs du dernier dialogue politique convoqué par le président Macky Sall et qui visait, selon le ministre Mame Mbaye Niang, leur réhabilitation. Mais avant d'écouter l'expert électoral qui était l'invité de nos confrères de E-Media, nous vous prions d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo après l'avoir visionnée pour permettre à d'autres de la voir. Ndiaga Sylla, lui, bien que confiant de la suite que le Conseil constitutionnel donnera au dossier de candidature de Ousmane Sonko pour la présidentielle de février prochain, alerte sur des faits qui, selon lui, n'ont comme objectif que empêcher justement au candidat Ousmane Sonko d'avoir une fiche de parrainage. M. Ousmane Sonko, comme les autres candidats, ont essayé justement de se conformer à la loi, à tel point qu'on puisse espérer que M. Sonko a déposé l'ensemble de ses pièces, sauf deux éléments. L'attestation délivrée par la Caisse de dépôt et de consignation qui prouve justement du dépôt du cautionnement. Parce que nous avons tous entendu qu'après avoir reçu sa quittance, la Caisse a voulu lui retourner le chèque. Donc, par conséquent, a refusé justement de lui délivrer l'attestation, qui est quand même un élément substantiel dans le dossier de candidat. L'administration électorale a refusé aussi de lui délivrer une fiche numérotée. Donc, on peut comprendre que M. Ousmane Sonko, malgré la décision rendue par les juges compétents dans le cadre du contentieux sur les inscriptions, l'administration n'a pas obtempéré. Le Conseil constitutionnel va constater que ce n'est pas parce que M. Ousmane Sonko a méconnu la procédure prévue justement dans le cadre du dépôt de candidature et relativement justement à la fiche de parrainage déterminée par arrêté et justement au versement du cautionnement. Mais plutôt, le Conseil va constater sur la base justement des constats d'huissier que c'est parce que M. Ousmane Sonko a été empêché par l'administration. On ne peut pas imputer une faute de l'administration à un citoyen. Rappelez-vous bien, on parle de la jurisprudence Insa-Sangaré, qui est une jurisprudence pertinente. Mais rappelez-vous bien en 2017, lors des élections législatives, à 5 jours pratiquement de l'élection, le Conseil constitutionnel a rendu une décision à la suite de la saisine du président de la République pour avis. Parce que nous venions effectivement d'opérer une refonte du fichier électoral. Les cartes d'électeurs devraient être donc reproduites et distribuées. Jusqu'à la veille des élections, il y avait 1 million de cartes d'électeurs produites et non distribuées, et puis 2 millions de cartes qui n'étaient pas encore produites. Donc, un tiers en fait de l'électorat n'était pas dans la mesure justement d'accomplir le droit de vote. Et d'ailleurs, ce qui je juge pertinent, le président a saisi le Conseil constitutionnel. Et le Conseil, effectivement, a dit dans son avis qu'on ne peut pas imputer une faute de l'administration à un citoyen. C'est pour cette raison que le Conseil a pris la décision de permettre aux électeurs de voter sans la carte nationale d'identité qui faisait office de carte d'électeur, alors que la loi électorale précisait clairement qu'on ne pouvait pas voter sans carte nationale d'identité. Aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel permettra de régler définitivement ce problème. Pourquoi? Parce qu'il revient au Conseil constitutionnel, conformément à la Constitution, de réceptionner les candidatures à l'élection présidentielle, de les valider et de gérer effectivement donc les réclamations. Alors, hier samedi, Maître Ciré Clédor Ly, mandataire d'Ousmane Sonko, ne s'est pas présenté au Conseil constitutionnel pour la vérification des parrainages par la commission de contrôle. Alors, quelles sont les conséquences justement, M. Ndiaga Sylla, de ce défaut de présence? Les conséquences sont précisées par la dernière décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil dit, lorsqu'on fait appel au tirage au sort, un candidat, par exemple, qui est programmé le matin, s'il ne se présente pas, on va contrôler donc, son parrainage à la fin de la journée. Après avoir contrôlé tout. Voilà. Et si au terme de la journée, il ne se présente pas,
il sera en fait contrôlé en dernier lieu. C'est-à-dire actuellement, à l'heure où je parle, oui. Ousmane Sonko est à la 93e place. Alors l'enjeu maintenant, et là aussi il faut quand même comprendre, et il faut pour rassurer en fait, l'enjeu d'être contrôlé en premier, c'était pour éviter les doublons externes. Oui. Mais M. Ousmane Sonko a déposé un parrainage par des députés. Donc, avec le parrainage des députés, il n'y a quand même pas de risque de doublon. Donc sur ce plan-là, je pense que Ousmane Sonko et ses conseils, ils savent bien ce qu'ils font. Donc Ousmane Sonko n'a pas de souci à se faire en ce qui concerne le parrainage. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est juste le Conseil devrait aujourd'hui nous dire hier que est-ce que réellement le dossier de Ousmane Sonko est complet ou pas. C'est-à-dire en appréciant effectivement les deux éléments qu'on a... ça aurait été fait peut-être si son mandataire s'était présenté. C'est différé aujourd'hui, oui. Parce que le Conseil, dans son calendrier, a prévu le dernier jour du contrôle pour le 5 janvier. Donc ça veut dire que soit au terme de la journée du 5 ou le 6, il va vérifier le dossier de M. Ousmane Sonko. Il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits dans le sens justement de rendre les élections inclusives en réhabilitant en fait ces deux personnalités qui ne sont pas des moindres que vous venez justement donc de citer. Même si je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai pas été d'accord sur la démarche. Parce qu'il a fallu effectivement manipuler le code électoral en son article 28 pour faire de la grâce présidentielle une voie de réhabilitation. Et à l'arrivée, on se rend compte que celui qui bénéficie d'une grâce a plus d'avantages d'être réhabilité dans son droit de vote que quelqu'un qui a purgé sa peine. Mais bref, je ne veux pas m'étendre sur ce débat, mais moi-même, il y a quelques mois, j'ai publié un texte pour attirer l'attention en fait d'un certain nombre de personnes qui disaient que oui, Khalifa Sall, tout comme Karim Wade, compte tenu de l'amende qui leur a été infligée, ne serait pas en règle avec la législation fiscale. Je lui ai dit, attention, d'abord interrogeons en fait le décret qui a gracié Khalifa Sall. Il est clairement dit dans ce décret qu'il est à la fois gracié des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Et le code électoral modifié en son article 28 dit que quelqu'un qui bénéficie d'une grâce présidentielle, il doit rester la période prévue pour la condamnation initiale. Par exemple, Khalifa, c'était 5 ans. Et Khalifa a déjà fait 5 ans. Même s'il a purgé la peine d'emprisonnement pour la moitié. Alors donc, Khalifa, pour ce qui concerne la peine d'emprisonnement, a été gracié. Alors pour la peine d'amende, c'est le même code électoral modifié qui dit que si quelqu'un justement a été condamné à une peine d'amende, pour retrouver son droit de vote, il doit rester une période de 3 ans pour pouvoir être éligible. Et donc, si on considère ces dispositions, Khalifa, il devient éligible. Observons maintenant le décret de grâce dont a bénéficié en fait M. Karim Wade. Le décret de grâce dit que M. Karim Wade est aujourd'hui exempté des peines d'emprisonnement. Mais il n'est pas exempté du paiement en fait de l'amende. Donc le problème, c'est plus avec le cas Karim Wade que le cas Khalifa. Sauf que maintenant, oui. On ne peut pas donc appliquer l'article 28 qui prévoit une période de 3 ans pour donc être épargné de l'amende.
Mais c'est l'article 30 du code L30 du code électoral qui règle le cas Karim Wade. Parce que cette disposition dit ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à partir de la condamnation définitive les personnes condamnées pour un certain nombre de délits mineurs et pour une durée moindre. Mais cette disposition finit par dire toute personne condamnée à une peine d'amende supérieure à 200 000 francs. Donc Karim Wade est dans cette situation, même si c'est à coup de milliards, mais pendant une période de 5 ans. C'est ce que dit la loi. Alors, la condamnation définitive de M. Karim Wade, si je ne me trompe, est intervenue en 2015, alors qu'on est en 2023. Maintenant, il faut faire la différence entre l'amende en tant que peine prononcée par le juge et l'amende prononcée, justement retenue par justement le code des impôts. Par exemple, c'est une amende infligée à quelqu'un qui n'aurait pas versé effectivement donc ces impôts. Donc aujourd'hui, juridiquement, l'amende infligée à Khalifa Sall et à Karim Wade ne peut pas justement les empêcher d'être candidats. Donc, par contre, si M. Karim Wade devrait être bloqué demain, c'est par rapport peut-être à la question de la nationalité, et je pense qu'il en est assez conscient. Parce que ça aussi, c'est une disposition constitutionnelle qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date justement de 1992, du Code électoral de 1992, qui dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut exclusivement être de nationalité sénégalaise. Et d'ailleurs, c'est tout à fait raisonnable. Parce qu'il faut quand même protéger la souveraineté de notre pays. Maintenant, lui étant de nationalité française, il m'est arrivé d'ailleurs de faire un texte il y a 7 ans pour revenir sur la question, parce que le président Wade lui-même avait dit pertinemment d'ailleurs qu'il fallait faire la différence entre la double nationalité, la binationalité. C'est vrai, il y a quelqu'un, compte tenu de vos conditions de naissance, vous avez de facto en fait une nationalité. Mais si vous voulez en fait être candidat à l'élection présidentielle, il faut savoir renoncer à la nationalité. Encore que la France ne fait qu'une seule exigence pour le renoncement à la nationalité. Ce que la France donc exige à celui qui veut renoncer à sa nationalité, c'est de ne pas rester un apatride. Et donc c'est plus simple pour quelqu'un qui a déjà une double nationalité de pouvoir renoncer à la nationalité française. Et ça veut dire quoi? On a quitté tout à l'heure le champ fiscal, on parle de nationalité. Et on est dans le droit électoral. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le droit électoral est un droit transversal. Quand on parle national, on parle du droit familial. Quand on parle de la fiscale, c'est du droit fiscal. Quand on parle de recours d'ailleurs, et ça me permet de revenir, parce que j'ai été informé par les avocats que la Cour suprême a décidé, même si en fait nos avocats ne sont pas encore informés, justement de statuer sur le recours que nous avions introduit et visant effectivement à attaquer la régularité du décret nommant les membres de la Sénat. Il semble que l'audience est prévue, mais c'est un référé en fait, pas dans le fond, mais nous avions introduit par le biais de nos conseils un référé pour demander en fait qu'on sursoit à l'exécution du décret. Et je tiens à préciser, parce qu'il y a un débat. L'audience est prévue quand? Le mercredi prochain. D'accord. Alors, il y a un débat qui est installé depuis quelque temps sur un éventuel report. Ma conviction est que ce recours ne peut pas empêcher la tenue des élections. Mais ça ne dépend pas de nous. Si toutefois... Parce que, en réalité... Si l'exécution du décret de nomination de ces membres de la Sénat est annulée, quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences, la première conséquence, c'est que justement, on considère que c'est l'ancienne équipe qui doit rester en place. Encore que le rôle de la Sénat sera plus déterminant à l'approche des élections. Alors, de deux choses, même si, par exemple, demain, le recours est examiné dans le fond, au-delà de ce référé, soit la Cour suprême considère que le décret est régulier, ok, la Sénat nouvellement installée continue son travail, soit il annule le décret et dans ce cas, il revient au président de tenir compte des griefs que nous avions effectivement donc opposés, à savoir que le principe du renouvellement au tiers n'a pas été respecté. Et s'il tient maintenant à renouveler, il va changer 4 membres. Si par exemple la Cour considère que parmi les membres, il y en a qui ne remplissent pas en fait le critère d'impartialité
donc requis dans le cadre en fait, d'un organe de supervision et de contrôle, il n'a qu'à les remplacer. C'est tout. Bien. Alors, et encore que pour reporter les élections, au nom justement de la clause d'éternité introduite dans la Constitution en 2016, je considère que, sauf cas de force majeure, on ne peut pas en fait donc reporter donc les élections sans le changement dans la composition des membres de la Sénat ne peut en rien influer sur le calendrier électoral. C'est ma conviction, mais la décision ne vient de toute manière ne dépend pas de moi.